Philippe Brissot, je suis praticien psychocorporel et je suis engagé en faveur de la médecine intégrative, pour parler d'un engagement. Je trouve, madame, que vous posez bien cette complémentarité, mais cet effet miroir, cette complémentarité, mais cet effet également d'engagement des deux parties prenantes. Et à travers l'exemple que vous évoquez, vous posez bien également comment la responsabilité questionne l'organisation même des professionnels, sous-tendu cette organisation par ses propres valeurs. Et ceci se décline très certainement, mais avec peut-être une confrontation à ses propres valeurs pour que l'engagement soit profondément dans la réalité du quotidien. Et ce que vous avez évoqué l'illustre parfaitement. Voilà, moi, je soulignais en écho avec ce que madame avait évoqué tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait une très belle triangulation qui enrichissait en fait la problématique de l'engagement des différentes parties prenantes. Ne va pas échapper au micro. Moi, je suis Corinne Damouche. Je ne suis pas une soignante, je suis une sociale, mais néanmoins dans l'accompagnement et dans le prendre soin. Je suis responsable de la mission vulnérabilité à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc, on est en plein dans le sujet. Moi, la question que je poserais, c'est engagement ou militantisme ? Et ce que vous nous avez dit, c'est est-ce que le militantisme de l'organisation engage les professionnels au-delà de leurs propres valeurs ? Parce qu'une des limites, alors je le vis peut-être, mais une des limites de l'engagement, celle que je vois, c'est l'engagement initial répond à des valeurs. Lorsque ces valeurs ne sont plus au rendez-vous, doit-il y avoir toujours engagement ? Voilà. Enfin, c'est plus des questions que je pose que... Corinne, peut-être que d'autres personnes voudront... Nadine peut-être pourra compléter, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui, quand on va sur le terrain, des gens qui ont des conflits par rapport aux valeurs proclamées et puis la réalité, serait-ce qu'en termes de choix institutionnels, et ils se trouvent dans des positions finalement de clivage et quelquefois de dilemme personnel. La vraie question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui comment résister au nom d'un certain nombre de convictions, de valeurs. Est-ce que c'est possible ou pas ? Et est-ce que c'est quelque chose de nécessaire à aborder aujourd'hui quand on nous parle de refonder les valeurs ? Je pense qu'effectivement, être engagé, c'est aussi résister. Bon, certains ont dit que résister, c'est aussi partir, mais c'est effectivement des questions qu'on peut se poser. Moi, il se trouve qu'effectivement, je suis très engagée dans l'institution dans laquelle je suis, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, pour des raisons diverses, par le fait de ma profession, puisque j'ai été très longtemps assistante sociale dans les urgences, mais également par des histoires familiales, puisque je suis la 4e génération qui travaille à l'assistance publique, qui n'est plus l'assistance publique de papa, qui est aujourd'hui une autre assistance publique, portée par d'autres personnes, mais qui néanmoins répond à moi, enfin en ce qui me concerne, qui a encore résonance dans certaines valeurs familiales et citoyennes et personnelles. Mais effectivement, tout ça est en conflit aujourd'hui. En conflit, tout à l'heure, on disait que les limites, ça peut... Enfin, dans les petites interventions, on disait qu'effectivement, l'engagement, il y a aussi la limite budgétaire, c'est sûr. Il y a l'engagement personnel aussi, jusqu'où on va. Est-ce que l'engagement, la limite n'est pas aussi le respect de la liberté de l'autre ? Quand vous parliez d'étouffement personnel, mais il y a aussi l'étouffement de la personne qui est normalement aidée et qui se trouve effectivement étouffée. Et c'est vrai que quand vous dites « il n'y a pas de limite », je pense que ça va un peu plus loin. Il n'y a pas de limite dans votre engagement personnel, mais il peut y avoir la limite de l'autre. La limite, c'est déjà le respect de la liberté de l'autre. Je pense. Dans l'accompagnement et dans le soin, on voit bien, on le dit bien, tout ce que vous avez pu dire. Effectivement, quand on fait une toilette à une personne, il faut aussi respecter le fait que la personne n'ait pas forcément envie au moment où on veut qu'on lui fasse la toilette, sauf qu'effectivement, nous, on a des engagements horaires à tenir dans le cadre des soins, et là, ça rentre en conflit. On voit que le sujet est important, et d'ailleurs pour les personnes qui sont en responsabilité dans un encadrement par exemple, comment décider, comment prendre un certain nombre de décisions si on ne partage pas un certain nombre de valeurs et si elles ne sont pas effectives. C'est-à-dire on peut avoir les valeurs proclamées sur des documents, éventuellement des chartes, mais si elles ne sont pas au rendez-vous de ce que l'on peut faire et de ce dont on a le sentiment qu'on doit le faire au niveau de ses valeurs personnelles, jusqu'à quel point on peut survivre à ces situations.
C'est des questions, en tous les cas, importantes qu'on ne manquera pas d'évoquer. Alors, avant que tu ne réagisses, peut-être que Nadine, qui nous tient souvent son discours de neurologue en disant qu'au quotidien, elle est confrontée à des conflits de valeurs, peut-être que de ce point de vue de l'engagement, elle pourrait nous éclairer. Merci Emmanuel, bonjour. Donc Nadine Le Forestier, je suis neurologue à la Salpêtrière. Je pense que si on reprend le titre de notre réunion ce soir, la valeur de la République, je pense que contrairement à ce qu'on pourrait dire, l'engagement nous rend libres. En quelque sorte, si on continue à s'engager, c'est qu'on croit à son engagement, mais qu'en même temps, on peut le décliner tous les jours et s'en poser les questions. Jusqu'où on a parlé de limites, on a parlé d'aliénation, on a parlé effectivement de dérapage, etc. Donc déjà, si on continue à s'engager, c'est qu'on arrive à se poser la question de jusqu'où je vais et de prendre cette distance. Mais je pense que c'est possible que si notre République nous donne cette liberté de pouvoir continuer à nous engager. Et je pense que la valeur de ces réunions qu'organise l'espace éthique doit nous interroger sur qu'est-ce que défend aujourd'hui notre République pour pouvoir nous permettre d'être libres dans cet engagement. Voilà ce que je voulais vous dire un peu in vivo. D'autres interventions avant que tu réagisses ? Je voudrais rebondir juste sur ce qui s'est passé, ce que vous évoquiez dans votre intervention lorsque vous avez finalement toléré des petits arrangements avec la règle, des petits arrangements transgressifs avec la règle. Moi, je travaille en équipe mobile de soins palliatifs. Ça, on le fait tout le temps. Autoriser quelqu'un à fumer une cigarette dans un endroit où c'est pas autorisé, le descendre dans son lit jusque dans la cour alors que normalement ça ne se fait pas, enfin plein de petits arrangements comme ça. Mais ça, ce sont des petits arrangements. Là où je pose une question, c'est jusqu'où doivent aller ces petits arrangements? Faut-il qu'ils deviennent carrément transgressifs? Bonsoir, moi je suis soignante aussi, je suis médecin. Une réflexion aussi, je travaille dans du médico-social. Je rejoins certaines réactions qui ont été énoncées sur parfois des conflits effectivement entre des normes, du cadre, de la réglementation et puis des volontés individuelles en termes d'accompagnement, d'implication. L'exemple des petits arrangements avec effectivement des enfants qui sont amenés au domicile. On est confronté régulièrement lorsqu'on travaille dans des établissements médico-sociaux avec ce type de profil effectivement d'aides-soignantes qui ont cette volonté de bien faire, cette volonté d'être bienveillante avec aussi tout leur impact culturel. Donc ça, c'était vraiment, on se retrouve complètement là-dedans. Mais en même temps, des injonctions très paradoxales entre un cadre économique aussi qui est compliqué et quelles sont les possibilités de réflexion au niveau institutionnel, au niveau professionnel, au niveau même des valeurs. Je travaille dans une association, effectivement, qu'est-ce que représentent les valeurs? C'est pas le tout de les énoncer, effectivement, sur un petit dépliant. C'est comment ça peut être incarné, comment ça peut être vécu en tout cas par les professionnels, que ce soit un médecin qui a fait plein d'années d'études et puis l'auxiliaire de vie qui débarque probablement qui est migrante effectivement et qui s'est formée, qui parle français comme elle peut et qui va donner ce qu'elle peut en tout cas à l'autre. Donc oui, tout un tas de réactions qui se rejoignent, mais cette grande difficulté en tout cas moi, dans ma position professionnelle et dans l'accompagnement que je peux aussi proposer aux professionnels et pas uniquement à un patient ou à un résident ou à un client, enfin on met le nom qu'on veut, c'est comment gérer toutes ces injonctions qui sont parfois un petit peu compliquées et où est-ce qu'on trouve la juste place. Alors vous verrez, là on est au début de notre aventure forum. Il y aura un compte-rendu qui va être fait par l'équipe de l'espace éthique de 2-3 pages. Vous verrez à quel point tout ce que vous dites est important, parce que là, on va être dans la discussion un peu rapide, mais il y a des thèmes ou des termes à reprendre, à approfondir. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de cultiver tout ce matériau à travers les mois qui viennent pour en faire une production un petit peu structurée. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler. Tout ce qui se dit est passionnant. En plus, ça permet aussi d'identifier des thématiques peut-être auxquelles on n'avait pas été assez attentif, qu'on pourra formuler dans le cadre d'autres forums. Donc, comme je l'ai dit d'une manière initiale, lâchez-vous. Alors, je suis un peu marginale parce que mon engagement
n'est pas un engagement. Et m'occuper de l'autre, c'était pas vraiment l'autre, parce que j'interviens en tant que parent. Donc effectivement, j'étais pas engagée, mais embarquée de tout cœur avec mon fiston. Et dire que c'était l'autre, je ne lui dénie rien de son altérité, bien sûr, mais c'était quand même un autre qui était tout proche. Alors il y a quelque chose qui me manque un tout petit peu dans ce débat, et je me retourne vers vous, parce que je suis d'accord avec cette question, comment gérer. Je pense que dans le soin, en tout cas de ma place de mère, s'il y a quelque chose qui est important, ça n'est ni la sollicitude, ni l'amour, ni toutes ces choses qui semblent aller de soi. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est le discernement. J'ai beaucoup regretté qu'on n'en parle pas à la première réunion, parce que ça me paraît une valeur indispensable. Mais je crois que c'est grâce au discernement qu'on peut arriver à gérer, à savoir jusqu'où on peut aller trop loin, et on va toujours trop loin, sinon ça n'a pas d'intérêt, et savoir aussi où sont les limites de sa propre liberté, parce que la liberté, même si on est enfermé, vu de l'extérieur, par le temps que demande un enfant polyhandicapé, il est sûr que la liberté est intérieure et que ces personnes dont on s'occupe, je le dis d'autant plus volontiers que c'était mon fils, mais je pense que c'est valable pour tout, vous redonnent aux 10 000 fois ce que vous pouvez essayer de leur donner petitement. Donc voilà. Sur ces points, peut-être que... Alors, je vais vous donner aussi la parole. Et puis ensuite, Céline pourra intervenir. Je reprends la parole pour dire qu'en tant qu'assistante sociale à l'hôpital, en cancérologie depuis très longtemps, j'ai un petit peu, c'est pas une recette, c'est ma façon d'être par rapport aux familles qui accompagnent leurs proches ou leurs amis gravement malades d'un cancer ou en fin de vie. Et très souvent, j'ai cette recette, entre guillemets, elle ne vaut que pour moi, de dire surtout, ne vous culpabilisez pas, donnez-vous du temps pour vous, du temps d'aller prendre un thé avec une copine, le temps d'aller chez le coiffeur, faites-vous plaisir. Lorsque vous reviendrez auprès de votre mari, auprès de la personne malade, vous serez ressourcé et vous aurez bien plus à lui donner, bien plus à lui apporter que de venir si souvent le voir. Voilà. Moi, je voulais simplement dire que dans les engagements, il y avait aussi un contrat. Et à partir de là, il fallait aussi respecter dans quoi on s'engage. Et que je me demandais si la formation ne pouvait pas être un peu plus poussée chez ces gens-là. Et justement, parler de ces problèmes que vous connaissez et d'aller directement dans la réalité. Parce qu'il y a aussi la peur de perdre le travail quand on entend ce qu'on entend. Et une fragilité, une vulnérabilité qui est de ce côté-là, qui est énorme. Et ce n'est pas des gens qui sont préparés à tout ça. Ils sont prêts à coûte que coûte à travailler. Mais voilà. À quoi ça les engage, et il faut aussi qu'ils aient des responsabilités, que ce soit dans tous les sens. Et je posais la question de la formation par rapport à tout ça, parce que c'est un sujet où on peut s'exprimer. Justement, vous, en tant qu'encadrant, pouvez apporter tous ces exemples, quoi. Alors, effectivement, on a un cadre budgétaire extrêmement contraint, avec des salariés qui bénéficient de rémunérations extrêmement plus qu'allégées et qui peuvent vivre en précarité parce qu'on est encore dans des métiers pas reconnus, pas payés. La question de l'engagement se pose de la même manière chez tous les professionnels de l'accompagnement et du soin. Ce n'est pas forcément qu'une question de qualification, de rémunération, de reconnaissance. Je pense qu'effectivement, pour des personnes qui n'ont pas été formées à se poser des questions, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, malheureusement, la formation, il faut pouvoir en obtenir le financement. Ça, c'est pas trop compliqué. Mais derrière, il faut financer les remplacements. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et si on n'arrive pas à avoir le financement, qu'est-ce qu'on choisit? De payer des heures supplémentaires à quelqu'un dont on demande de se surengager.
Donc c'est extrêmement complexe actuellement pour les personnels auxiliaires de vie. Il faut savoir que le secteur du maintien à domicile est quand même très précarisé par ces problématiques financières. C'est un autre débat, mais je pense que c'est un débat qui va complètement dans les valeurs de la République. C'est comment les valeurs de la République s'engagent pour pouvoir permettre, on voit bien qu'il y a eu la loi avec la prestation de compensation du handicap qui ne va pas assez loin. Il y a d'énormes restes à charge pour les personnes en situation de handicap. L'évolution démographique fait qu'on a des personnes qui vieillissent et qui n'ont pas forcément des revenus qui leur permettent de financer le reste à charge. Et ça, c'est une autre, enfin, je pense que c'est un autre débat que j'aborderai pas ici, mais quand même que je mets en petit astérix à côté, parce que je pense que c'est vraiment des questions de fond pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc effectivement, on a un cadre réglementaire et financier extrêmement contraint, ça c'est sûr. Après, pour rejoindre ce que disait Nadine sur ce que peut nous permettre d'exprimer comme liberté notre engagement, je pense qu'il y a quelque chose de très subjectif dans la manière dont un encadrant va tolérer, va transgresser les petits arrangements et va considérer que ces petits arrangements, ils font partie de la vie, de la vraie vie, de la vraie relation humaine, au-delà même de la relation professionnelle et bénéficiaire qui est écrite sur le contrat d'intervention et sur le contrat de travail de la salariée. Je pense que là, il y a quelque chose de très subjectif dans le positionnement et dans la manière de vivre sa propre liberté, son propre engagement et comment on vit effectivement sa posture et quel espace on y donne. Après, il ne faut pas mettre en difficulté les gens, ça aussi c'est une question. Quand on est en poste et qu'on est transgressif parce que c'est une façon de voir les choses et c'est une façon de militer et de s'engager, le jour où on quitte ce poste, l'équipe elle reste et il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui n'a peut-être pas forcément ce même niveau d'engagement et qui met en souffrance les équipes. Donc c'est la juste mesure à trouver entre ce qu'on peut tolérer, ce qui est acceptable, ce qu'on va comprendre, quelle solution, une fois qu'on sait, parce que des fois on ne sait pas, une fois qu'on sait quelle solution on essaye de trouver pour que les choses soient plus simples et plus vivables. Voilà, je ne sais pas, j'ai essayé de faire une réponse un petit peu à tout le monde. Là. Merci mille fois. Ce que je propose, c'est qu'on regarde la deuxième séquence vidéo, assez brève, avec toujours les 4 intervenants qui témoignent. Et ensuite, on donnera la parole à Serge Guérin, comme ça, qui ouvrira la deuxième partie, qui permettra un certain nombre de réactions nouveaux. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, par définition, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, c'est tout l'intérêt, c'est la vie. La vie ne dit pas ce qu'elle va faire à l'avance. Et donc, voilà, quand il se passe des choses, il faut être là. Des fois c'est facile, des fois c'est exigeant. Et donc l'engagement, il se mesure que là où c'est exigeant, là où c'est difficile. Oui, il y a c'est pas toujours évident, ouais, c'est pas toujours facile d'être fidèle, hein, puisque pour moi c'est ça l'engagement. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que ça dépend du contexte, de l'environnement, ça dépend aussi, on est deux dans une relation. On est deux ou on est aussi plusieurs lorsqu'il est question d'émission de l'institution. Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, les projets de vie en SIAD. Pour moi, c'est un exemple assez typique, un document qui va être une réflexion qui est menée par une équipe engagée, justement, qui réfléchit à quelle est la solution idéale, quelle est la manière de le mieux prendre en soin les personnes dont on s'occupe, donc qui au départ est une vraie manifestation d'un engagement. Est-ce que le fait de généraliser et de dire il faut que toutes les SIAD ou que toutes les antennes d'un SIAD remplissent ce document de la même manière parce que c'est la preuve que le soin sera bien fait, justement à mon avis on dénature complètement l'engagement pour arriver à quelque chose qui, une fois qu'il n'est plus d'engagement, est vidé de son sens en réalité. En tout cas peut passer vraiment à côté de son but. On ne peut pas abstraire complètement un malade de son origine de vie, de son histoire, de sa culture, de ses aidants, enfin, de tout ce qui va être ses amarres sociales. Et on voit que les pires difficultés que l'on rencontre sont clairement non pas liées à une dimension purement médicale, que souvent on arrive à résoudre, mais au contraire à une dimension sociale sur laquelle on n'a pas réellement de prise, ou en tout cas la prise, elle est faite elle existe dans une temporalité extrêmement différente par rapport à celle du soin technique. Quand je vois un patient, je vois avant tout un patient. Quelle que soit sa vie, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit son parcours, hein, quel que soit son passé. Ça nous arrive concrètement d'avoir des patients, des détenus,
ce que je vois, moi, avant tout, c'est un patient, c'est une personne souffrante. Et pour moi, la fidélité, c'est ça. La fidélité par rapport à la mission institutionnelle, c'est de répondre avant tout à cette souffrance. L'éthique, par exemple, c'est un engagement qui m'intéresse, qui m'est venu après un certain parcours, à l'issue de certaines expériences professionnelles. Avant, je ne me posais pas du tout la question de savoir si et comment j'allais m'engager, j'allais faire un peu de travail dans le domaine de l'éthique, du soin. Il y a 3 ans, il y a 3-4 ans, ça ne venait pas trop à l'idée. Aujourd'hui, je considère que ça prend, même si ça ne prend pas énormément de temps, ça fait partie pour moi d'un engagement à l'hôpital. Et du coup, pour moi, la vraie question, c'est comment susciter l'engagement dans nos équipes. C'est beaucoup plus ça. Parce que la question de fond, c'est la personne à laquelle est relié l'engagement, et pas tant le fait de produire un certain nombre de procédures qui seront censées prouver cet engagement. La différence fondamentale entre acheter une voiture ou une télé et acheter un soin de santé, c'est que si vous n'avez pas le soin de santé, vous risquez d'en mourir. Il est évident que c'est là-dessus que va se jouer l'éthique d'une institution pour être capable d'aller au-delà de cette doxa et au-delà de cette morale, par paraphraser Ricoeur. Bien sûr qu'on fait ce soin, parce qu'on s'autorise à être dans l'éthique et pas dans la morale. La morale veut qu'on demande les papiers aux gens qui rentrent à l'hôpital. Vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas soigné. L'éthique nous interdit absolument de faire ça. Il est évident que là-dessus, l'éthique ne peut être de toute façon qu'en avance sur la morale, et c'est ça qu'on défend.